Merci Rochille pour cette introduction. Je salue son Excellence M. Jovenel Moïse qui nous assiste en ligne, Monsieur le Président de la République. Je salue le Premier ministre Joseph Joute qui nous assiste aussi en ligne. Je salue le ministre de l'Économie et des Finances. Je salue Madame, Messieurs les membres du conseil d'administration de la BRH. Je salue le PDG du groupe Croissance. Je salue le PDG du groupe Profin. Je salue le PDG du groupe Profit. Mesdames, Messieurs, les représentants de la presse, Mesdames, Messieurs, les participants virtuels, tous réseaux sociaux confondus. Mesdames, Messieurs, pour la deuxième année consécutive, le sommet international de la finance se tient virtuellement. Comme on le sait, la pandémie de la COVID-19 étant encore d'actualité plus d'un an après l'annonce des premiers cas dans le pays, il est nécessaire de continuer à observer les consignes de distanciation sociale afin de ralentir la propagation de ce virus. En fait, la crise sanitaire planétaire a jeté l'économie mondiale dans une récession dont la sévérité en fait un bouleversement comparable à la Grande Dépression des années 1930. Les aéroports du monde entier sont restés quasi vides une bonne partie de l'année 2020, provoquant une baisse considérable de la mobilité des gens. Au niveau de la Caraïbe, l'activité touristique a chuté de 65,5% en 2020 par rapport à 2019, entraînant une baisse de 60 à 80% des revenus en provenance du secteur et occasionnant de lourdes conséquences dans le monde d'emploi. En termes de contribution du tourisme au PIB mondial, on aurait enregistré une perte de 4,7 milliards de dollars, soit une baisse de 53% en 2020 par rapport à l'année précédente. Toutefois, l'on comprend qu'en dépit de la catastrophe économique découlant de ce contexte de crise mondiale, la vie des citoyens reste et demeure la priorité première. C'est ce souci que révèle l'action des décideurs publics partout dans le monde. Des premières décisions mettant les appareils productifs nationaux quasiment en veilleuse à la course effrénée en quête au moins d'un vaccin susceptible de mettre rapidement ce virus sous contrôle, en passant par toutes sortes de programmes fiscaux visant à aider la population à amortir l'impact négatif de la pandémie sur leurs conditions de vie. Le capital humain étant le moteur de la croissance économique par excellence, il fallait le protéger afin d'en sauvegarder la productivité pour l'ère post-pandémie. Du côté haïtien, l'état d'urgence sanitaire, une fois déclaré par le gouvernement en mars 2020, la BRH se conforma à la nécessité d'adopter une posture de politique monétaire plus accommodante, à l'instar de pratiquement toutes les banques centrales du monde, et ce, en vue de pallier aux effets éventuellement néfastes de la pandémie, tant sur les entreprises que sur les conditions de vie de la population et l'économie en général. Ainsi, en mars 2020, les taux d'intérêt directeurs ont été révisés à la baisse à 4%, 6% et 10%, respectivement sur les bons à maturité de 7, 28 et 91 jours. Je dois préciser que jusqu'à cette date, ces taux d'intérêt sont restés inchangés dans l'optique de soutenir les perspectives de reprise de l'économie. De plus, dans le but de rendre moins coûteuse la captation des ressources par les banques commerciales et de favoriser l'octroi des crédits dans le système bancaire,
la BRH avait procédé à une diminution des coefficients de réserve obligatoires sur les passifs en gourde. Il convient aussi de souligner que d'autres dispositions avaient été prises par la BRH en vue de limiter les conséquences de la pandémie sur le secteur des affaires, sur les consommateurs et sur le système financier. Ces dispositions concernent, entre autres, l'obligation faite aux institutions financières d'accorder un moratoire à tout débiteur du système qui souhaite en bénéficier, tant pour les prêts accordés aux particuliers que ceux octroyés aux entreprises. Le maintien pendant 6 mois de l'annulation des frais de 35 gouttes relatifs aux virements effectués à travers le système interbancaire SPI. Le relèvement des limites applicables aux transactions financières en dehors des succursales traditionnelles. Un ensemble d'autres mesures visant la gestion de la liquidité, la préservation de la qualité du portefeuille de crédit et la consolidation des fonds propres des institutions financières face aux risques découlant de cette crise sanitaire. L'incidence positive de toutes ces mesures sur la stabilité du système financier est palpable. En effet, en dépit de l'exacerbation par la COVID-19 d'une situation déjà difficile, le système bancaire, qui représente 90% du système financier formel, a su contenir le taux des prêts improductifs, stabiliser son assise financière et afficher un niveau de fonds propres réglementaires conforme aux normes en vigueur. En ce qui a trait au système de paiement, l'accès à la liquidité et l'utilisation des moyens de paiement électroniques ont été grandement renforcés. Ainsi, en 2020, les transactions en gourde réalisées via le système de paiement interbancaire haïtien SPI ont augmenté de 19% en valeur et de 36% en volume par rapport à 2019. Si ces mesures entrent principalement dans un plan de gestion des besoins immédiats rendus nécessaires par la crise sanitaire, il convient parallèlement de planifier la reprise post-Covid-19. De ce fait, la réflexion portant sur l'amélioration des conditions de vie des concitoyens doit demeurer au centre des débats, tout en maintenant un focus à la fois sur le long terme et le renforcement du capital humain. À côté des actions destinées à soutenir les entreprises et à aider les agents économiques face aux effets néfastes de la pandémie, la Banque centrale est restée fidèle à sa mission d'appui au processus de croissance économique soutenue, comme en témoignent à bien des égards les actions menées l'année dernière. Citons la mise en œuvre de la stratégie nationale d'inclusion financière, notamment la restitution du plan national d'éducation financière, PNEF, en mai 2020, ou encore le lancement un mois plus tard du PNEF. Citons aussi l'organisation les 12 et 13 août 2020 du Forum des jeunes autour du thème Leadership en affaires et éducation financière. Il s'agit d'autant d'actions parlantes dont les échos vont se propager dans le futur. La BRH, comme nous le disons souvent, nous apportons des réponses conjoncturelles, tout en travaillant avec tous les acteurs pour apporter des réponses structurelles. C'est ainsi que la BRH s'est engagée dans toute une série de modernisations. D'abord, la modernisation du système financier. En termes de modernisation, la Banque centrale a lancé le projet de modernisation des coopératives d'épargne et de crédit, avec l'intention d'amener les coopératives d'épargne et de crédit au même niveau que les institutions financières comme les banques. Pour ce, la BRH a réactivé, ou plutôt a activé, le fonds de soutien aux coopératives d'épargne et de crédit. Ce fonds de soutien devait permettre aux coopératives d'épargne et de crédit de se moderniser,
de renforcer leurs capacités et de participer à des projets d'envergure. À ce jour, la BRH a déjà contribué à près de 100 millions de gouttes dans ce fonds de soutien pour les coopératives. Et les trop-perçus des coopératives, déjà captés, montent à plus de 28 millions de gouttes, ce qui fait que ce fonds aujourd'hui est déjà doté de 128 millions de gouttes. La BRH a travaillé ardemment avec le gouvernement de façon à publier toute une série de lois à caractère économique, telles la loi sur les maisons de transfert, la loi sur les institutions de microfinance. Cette loi sur les institutions de microfinance va donner la capacité à toute une série d'acteurs au niveau du monde financier d'être très proches des consommateurs, non seulement des villes, mais des provinces ou des coins les plus reculés. Et ces institutions de microfinance aujourd'hui qui peuvent aussi capter l'épargne vont pouvoir permettre à la population d'avoir accès à toute une série de nouveaux produits financiers qui jusqu'à présent ne leur étaient pas disponibles. Nous comptons beaucoup sur les institutions de microfinance pour prendre le relais là où les banques n'ont pas pu arriver, c'est-à-dire vers la population la plus défavorisée, la population la plus pauvre. Nous sommes en train de travailler aussi aujourd'hui sur d'autres lois à caractère économique, telles la loi sur le bureau de crédit, la nouvelle loi sur la banque centrale, et certainement une loi aussi sur l'émission de nouveaux billets, des billets de 2500 gouttes et des billets de 5000 gouttes, qui sont déjà en grande demande. Nous avons procédé à la publication de plusieurs circulaires sur la réglementation du système financier. Parmi ces circulaires, on peut parler des circulaires sur le paiement des transferts, des circulaires sur de nouvelles normes prudentielles, des circulaires sur les marchés financiers qui vont sortir sous peu. Dans un autre cadre, peut-être, ou au cours du sommet, on parlera un peu plus de cette modernisation du système financier. Nous avons aussi entrepris la modernisation du système de paiement. Au niveau du système de paiement, une première petite réussite qu'on pourrait appeler, c'est l'interopérabilité qui est mise en marche. Nous sommes aussi en train de travailler sur une nouvelle loi sur les systèmes de paiement. Nous allons sous peu, d'ici la fin de ce mois, sortir les lignes directrices pour les fintech. Vous êtes déjà au courant des travaux qui sont déjà entrepris et on va certainement en parler au cours du sommet sur l'implémentation de la gourde digitale. Nous avons déjà fait l'acquisition des matériels nécessaires pour la mise en place d'un ACH, ou en anglais ACH. Nous avons aussi déjà fait l'acquisition de tous les matériels et les équipements nécessaires pour la mise en place d'un CSD, ou encore un Central Securities Depository. Ce CSD devait permettre à tout un chacun d'avoir accès aux bons du Trésor, le consommateur comme les entreprises. En plus de la modernisation du système de paiement, nous avons aussi entrepris un chantier énorme, qui est la modernisation de l'écosystème de politique monétaire. Vous allez certainement avoir l'opportunité d'avoir plus de détails sur la modernisation de l'écosystème de politique monétaire. Mais en résumé, je peux dire que dans l'écosystème de politique monétaire à la Banque centrale, nous sommes en train de travailler sur une plateforme de marché d'échange où les acheteurs et les vendeurs peuvent être mis en contact directement de façon à moderniser ce marché d'échange. Nous sommes en train d'implémenter, et ce sera probablement un fait d'ici la fin de cette année fiscale,
c'est l'implémentation de marchés obligataires des bons du Trésor. Nous sommes aussi en train de mettre en place l'implémentation des obligations corporatives. Ceci facilitera aux entreprises qui sont dans les normes établies par la Banque centrale de pouvoir émettre des obligations et ainsi de se trouver un moyen alternatif de financer leurs fonds propres ou de financer des investissements. Nous sommes en même temps aussi à la Banque centrale en train de travailler sur la mise en place d'une réglementation sur la titrisation immobilière et d'autres dettes. Tout ceci rentre de manière générale dans un cadre de partenariat que nous faisons avec beaucoup d'autres institutions pour la transformation socio-économique. Le programme de développement immobilier va être renforcé. Et avec ce programme de développement immobilier, nous allons permettre à chaque individu d'avoir accès à une résidence à bon marché, mais surtout à des conditions particulières de financement. C'est ce fameux programme dont vous allez certainement entendre parler au cours du sommet, ce programme que nous appelons le programme 10-10-20, pour permettre à tout un chacun d'acquérir sa première résidence. C'est un programme qui permettra d'avoir accès à un financement à un taux de 10%, avec un down de 10% sur 20 ans. Donc 10% d'intérêt, down 10% et sur une durée de 20 ans. De concert avec le ministère de l'Économie et des Finances, afin de faciliter aux petites et moyennes entreprises d'avoir accès au crédit. Ces entreprises qui ont toujours un problème de donner le collatéral. Nous avons mis en place avec le ministère des Finances le fonds de garantie pour les petites et moyennes entreprises et en particulier pour les entreprises agricoles. Ce programme de partenariat, ce cadre de partenariat pour la transformation économique aussi, nous a amené à établir des partenariats avec l'ambassade de Suisse pour la mise en place d'un écosystème de financement agricole. Et certainement, tout ceci passe obligatoirement par le renforcement du capital humain. Toutes ces actions participent de la panoplie d'initiatives entreprises par la BRH en vue d'œuvrer au renforcement du capital humain. Et l'institution ne s'est pas arrêtée en si bon chemin. Mesdames, Messieurs, la BRH a toujours compris, bien avant l'irruption de la pandémie de Covid-19, que la formation ou le renforcement du capital humain constitue non seulement l'épine dorsale de toute politique de croissance et de création d'emplois, mais aussi une composante fondamentale au sein du processus de mise sur pied d'un écosystème favorisant le développement d'une économie résiliente. C'est dans cette optique que la Banque centrale s'est constamment engagée au bénéfice de notre cher Haïti dans plusieurs programmes de formation universitaire avec des partenaires de l'international. Je veux citer entre autres l'ambassade de France, à travers la bourse BRH Ambassade de France, groupe parlementaire Haïti-France. Un appui de la BRH à la bourse Antenor Firmin pour la mobilité doctorale. Nous avons mis en place des programmes de bourse d'excellence avec la compagnie Delarue et Chevening, des programmes de bourse avec Washington University et des programmes de bourse avec IFC. Nous avons établi des partenariats avec des universités haïtiennes, dont l'université Quisqueya, l'UNDH, la faculté des sciences, pour ne citer que celle-là. Nous avons apporté notre support au programme de MBA de l'ISTEA. Nous avons apporté notre support au programme MBA de Notre-Dame. Et aujourd'hui, à la Banque centrale,
nous travaillons sur l'implémentation d'un programme de prêt étudiant. Nous voulons que sous peu, que tout étudiant puisse avoir accès à un prêt sans être obligé de quémander de l'aide pour pouvoir se former. La croissance économique doit passer par des entreprises haïtiennes fortes, compétitives, modernes et tournées vers des secteurs de production à forte valeur ajoutée. Pour y arriver, nos entreprises doivent pouvoir non seulement compter sur un personnel hautement qualifié, mais aussi sur un écosystème de financement adéquat. Construire un tel écosystème exige le raffermissement des capacités institutionnelles des établissements financiers qui le composent. Un objectif réalisable surtout à travers le renforcement du capital humain. Cette vision a toujours animé la BRH et l'a conduite à lancer en janvier 2021, en tant que maître d'œuvre et en partenariat avec la coopération suisse et le développement international des jardins, un programme structurant de consolidation du cadre national de financement du secteur agricole en Haïti, CNFA. Mesdames, Messieurs, la pandémie nous a appris que la libre circulation de capital humain au-delà des frontières n'est pas toujours possible. Je le dis à nouveau, nous devons pouvoir compter sur le capital humain dont nous disposons localement pour faire avancer les choses. Nous devons questionner notre manière de voir et d'agir. Quelle peut être ou quelle doit être la contribution du capital humain haïtien au développement de cette nouvelle nation haïtienne? Quand nous regardons les investissements en éducation des différents gouvernements au cours de ces 20 dernières années, on est en droit de se demander, est-ce que le renforcement du capital humain a jamais été une priorité pour nous en tant que nation? Si un enfant qui aura achevé 9 années de l'école fondamentale était fonctionnel dans les 2 langues régionales aujourd'hui, anglais et espagnol, je vous garantis qu'on aurait aujourd'hui une toute autre économie. L'haïtien serait désiré. L'haïtien serait demandé par tous nos voisins. Les transferts de la diaspora auraient doublé ou triplé. Nous serions une destination recherchée. Si nous continuons à penser que l'éducation coûte cher, nous pouvons aujourd'hui constater le prix que nous payons pour l'ignorance. Nous devons faire un faisceau commun pour pousser la réflexion vers l'identification des compétences à prioriser et l'adéquation entre le cursus de nos écoles, tant professionnelles que supérieures, et les défis du marché actuel, mais plus fondamentalement du marché futur. Cette 11e édition du Sommet international de la finance représente une occasion de plus pour approfondir nos discussions sur le sujet du capital humain haïtien. Les idées d'action nouvelles seront les bienvenues tout au long de ces 3 jours d'échange. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer mon discours sans prendre le temps de remercier d'une façon particulière cette équipe solide qui a contribué à la réalisation du sommet. Votre dévouement et votre sens du professionnalisme ont déjà fait leur preuve. En témoigne le prix du meilleur événement virtuel reçu par la 10e édition du Sommet international de la finance l'année dernière. À l'occasion, bien que l'on ait dû
s'aventurer dans un format virtuel qui jusque-là nous était peu familier, l'équipe avait pu délivrer un sommet de grande facture, et ce, en dépit des aléas liés aux restrictions de la pandémie. Encore une preuve que le capital humain est incontournable pour la réalisation de grands objectifs. Que Dieu nous bénisse tous et surtout, que Dieu bénisse Haïti. Merci.